We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to next time I got some my vibes at 6 in the morning. 6 in the morning. Whoa, high, play high, but I got my head up 6 in the morning. Yeah, yeah. Man, get to next time I got some my vibes at 6 in the morning. Yeah. Je m'appelle Youssoupha Sakho. Je suis professeur titulaire en neurochirurgie à l'UCAD. Je suis en même temps médecin colonel de l'armée, mais à la retraite. Je fais partie de la 5e promotion de l'école militaire de santé qui forme les médecins militaires. Concernant ma carrière hospitalo-universitaire, je viens juste de quitter le poste de chef de service du service de neurochirurgie de l'hôpital Grand Yoff. Il faut savoir que la majorité de ma carrière s'est déroulée à l'hôpital Fann, où j'ai eu à faire au moins 35 ans. Je pense que je vais commencer très jeune, très tôt, donc. Étant lycéen, j'avais un goût très prononcé sur tout le monde du vivant. Et même étant très jeune, bon, ça c'est ma mère qui le rapporte. J'étais très fasciné par le monde des insectes et des papillons. Et il m'arrivait parfois de jouer à l'apprenti chirurgien en faisant de la vivisection, au grand effroi de ma mère. Bon, c'est ça en fait qui m'a poussé plus ou moins à m'orienter au lycée vers les sciences expérimentales. Auparavant, on parlait de sciences expérimentales, c'est la série D. Maintenant, je pense que c'est la série S, il me semble. Et il faut le dire, c'est en classe de 5e, quand pour la première fois j'ai vu un être vivant au microscope, une paramécie. Ça a été un choc. Et je me suis dit qu'il faut que je fasse médecine. Bon, en plus de ça, il y avait l'environnement familial. Il faut dire que mon papa avait une bibliothèque qui était assez fournie et que mon grand frère, qui suivait une série philo, faisait qu'on avait une bibliothèque assez achalandée. Et puis en plus de ça, j'étais inscrit au centre culturel. On lisait beaucoup. Tout ceci a fait que ça a réveillé une certaine goût pour tout ce qui est la pensée critique. Alors je voulais faire plus ou moins la synthèse entre l'origine de la pensée et les résultats de la pensée. Voilà, c'est ça en fait qui m'a orienté vers la médecine. Surtout, c'est ma rencontre avec Camus dans son livre sur la peste. Bon, auparavant, on lisait beaucoup, c'était vraiment différent actuellement. J'étais très séduit par le discours du docteur Panolou quand il a fait un débat sur l'incompréhension du monde devant la mort d'un enfant atteint de la peste, alors que c'était un être qui était innocent. Voilà. En fait, c'est tous ces facteurs qui ont construit cette vocation. C'est pourquoi, étant étudiant en médecine, en plus de mes études de médecine, je me plongeais toujours dans la lecture de grands auteurs. C'est ainsi qu'après, j'ai eu à faire l'internat, le concours d'internat. C'est un examen qui est assez sélectif, qui fait que tu deviens plus ou moins la cheville ouvrière. Tu travailles presque 24 heures sur 24, tu es astreint à une présence continue au niveau de l'hôpital. Après l'internat des hôpitaux, j'ai été nommé assistant, et ce qui m'a permis d'embrasser une carrière hospitalière universitaire. Après, il y a eu l'agrégation et puis la titularisation. Voilà. C'est un parcours qui est assez long.
un parcours qui ne fut pas un long fleuve tranquille, hein. C'est un parcours de sacerdoce, hein, d'études, de longues nuits. Voilà, comme je le disais, en fait, j'ai eu à faire presque 25 ans à Fann, à l'hôpital Fann. Vous savez que l'hôpital Fann, vraiment, c'est la référence en neurosciences, hein. Et j'ai eu des maîtres très prestigieux, je leur rends hommage. En plus de ça, comme on le sait, hein, que dans la formation de tout spécialiste, tu es obligé d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Nous avons eu à être interne à titre étranger à Marseille, où il fallait se frotter avec les technologies. En plus de ça, nous avons eu à bénéficier de nombreux fellowships. En fait, c'est des bourses d'études où tu travailles sur une thématique particulière. Par exemple, j'ai été sélectionné pour avoir le Fulbright en 1989 pour rejoindre l'Université de Maryland, où j'ai eu à travailler sur la neuro-oncologie. Secondairement, j'ai eu un fellowship en 2003 pour travailler sur l'hypophyse. J'ai été aussi professeur visiteur dans plusieurs institutions académiques, à Grenoble, Bordeaux, à Helsinki. En fait, c'est presque un parcours normal, hein. Quand on est universitaire, on est obligé d'aller ailleurs, hein, pour échanger, renforcer ses capacités et puis faire de la recherche. Bon, en plus de ça, bon, il y a le parcours de soins, c'est-à-dire prendre en charge les malades. Et puis encadrer aussi les étudiants, parce que nous recevons beaucoup d'étudiants, les former, leur apprendre ce que c'est que la neuroscience. Voilà. La médecine, j'ai eu à... auparavant, bon, je ne peux pas dire que j'étais parmi les pires, mais auparavant, avant même le bac, il y avait une sélection qui se faisait pour ceux qui devaient bénéficier de bourses. Donc j'ai été sélectionné, hein, pour faire l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. Et l'Institut, c'est un grand institut de recherche, et l'Institut d'agronomie. Mais tout ça, j'ai jeté mon dévolu sur la médecine, parce qu'en fait, j'étais très fasciné, hein, par, comme je le disais encore, sur le monde des vivants. Je voulais comprendre comment l'homme, en fait, a cette capacité à se mouvoir, à se déplacer, à produire. Je voulais aussi comprendre les mécanismes de la pensée. En fait, c'est ça qui a fait que je me suis orienté vers la neurochirurgie. C'est vrai que pendant quelque temps, j'avais hésité entre la psychiatrie, parce que j'étais très versé par mes lectures sur Freud, Marcuse et Wilhelm Reich, mais en dernière instance, avec ce goût que j'avais à la chirurgie, je me suis orienté vers la neurochirurgie. C'est une profession qui est très astreignante. Il y a un de nos collègues même qui disait que c'est une chirurgie très lourde, hein. Quand j'ai eu à porter mon choix vers la pratique neurochirurgicale, il me disait, ah, mais là, c'est une chirurgie lourde et désespérante, parce que les interventions sont très longues. Mais je pense qu'aussi c'est une chirurgie qui est très fascinante, hein, parce que manipuler un organe, comme je le disais encore, où s'origine la pensée ou bien le mouvement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de zones d'ombre en matière de neurosciences. Et puis aussi, cette neurochirurgie, cette pratique neurochirurgicale, ça te donne une certaine humilité. Parce qu'on ne comprend pas tout. Il y a beaucoup de zones d'ombre, je me répète encore. Et puis ça développe aussi ce sens de l'empathie, sans pour autant être dans la compassion, bon, le fait de vouloir aider les gens.
Et puis, il y a aussi ce sentiment, ce goût de la recherche que ça développe. Voilà, en fait, c'est tous ces facteurs. Et surtout que c'est une discipline qui est assez récente au Sénégal. C'est une discipline qui est née dans les années 68. Auparavant, c'était les coopérants français qui étaient là. Mon premier maître, c'était un coopérant français, un neurochirurgien qui venait de Marseille. Et il n'y avait pas beaucoup de vocation. Hein. Mais maintenant, on est une vingtaine, hein. Même si le ratio neurochirurgien population est en deçà du ratio qui est fixé par l'OMS, de plus en plus il y a des vocations qui font que on a des jeunes collègues qui s'orientent de plus en plus vers cette pratique neurochirurgienne qui est longue, qui nécessite un fort degré d'investissement sur le plan physique, parce qu'il faut, bon, même si on n'est pas bodybuilder, je pense qu'on est obligé de faire un peu de sport, hein, parce que c'est des chirurgies qui durent 3 heures, 4 heures de temps, c'est une chirurgie aussi qui nécessite une certaine minutie dans les gestes, hein. Mais tout ceci, en fait, s'acquiert sur la longue durée. C'est pourquoi le compagnonnage avec un mentor est essentiel. Quand on veut s'adonner à la neurochirurgie, on est un apprenti en fait, et on grandit avec. C'est une spécialité qu'on ne fait pas à partir de 40 ou 45 ans. Je pense qu'il faut commencer très jeune pour grandir avec, pour avoir toutes les capacités gestuelles, pour manipuler des instruments et pour accéder aussi à des zones qui sont hypersensibles au traumatisme, parce qu'il y a un traumatisme opératoire. Quand on opère, il y a un petit traumatisme. Et si ce traumatisme est majeur, on peut aggraver la lésion. Primum non nocere, comme on dit. Il ne faut jamais nuire. La journée type d'un hospitalier universitaire, normalement, ça commence tôt le matin par une visite. Visite des malades qui sont hospitalisés. C'est une visite qui se fait avec toute l'équipe. Et chaque fois, le jeune apprenti neurochirurgien qu'on appelle résident, qui connaît les malades, fait une présentation. Et puis après, on se soustrait de l'espace du malade devant un hécatoscope. Hein. On discute sur les prescriptions à faire, hein, sur la démarche diagnostique, quels sont les examens complémentaires à faire, quelles sont les thérapeutiques. Hein. Il y a des échanges que nous faisons. Et puis après, dans la semaine, il y a toujours une programmation qui a été déjà faite, programmation opératoire. 2 fois ou 3 fois dans la semaine, il y a une chirurgie qui est programmée. Et puis la troisième tâche, c'est la tâche d'enseignement, d'encadrement. Au sein même de l'institution hospitalière, il y a des séminaires, il y a des cours que nous faisons aux étudiants de 6e année, parce que le plus souvent 5e, 6e année, parce que c'est cette année où ils viennent faire le stage, leur rotation en neurochirurgie. Donc c'est vraiment un travail à feu continu, hein, très feu continu, astreignant. En fait, c'est ça qui fait que parmi les spécialités neurochirurgicales, les étudiants ne se bousculent pas trop pour venir en neurochirurgie, parce qu'en fait, il y a un investissement très important sur le plan physique, sur le plan intellectuel, qui fait que parfois même cet investissement se fait au détriment de la vie familiale, qui peut même être entachée. Je pense qu'il faut en fait faire la part des choses entre l'hôpital et la vie privée. Voilà. Les neurochirurgiens, c'est vrai qu'on ne les voit pas, ils ont un travail un peu confidentiel, parce qu'ils passent presque la majorité de leur temps
au niveau du bloc opératoire, les neurologues sont mieux connus. Bon, ils ont plus de temps. C'est eux qui se médiatisent beaucoup plus. Mais les neurochirurgiens, tellement pris par la lourdeur de leur travail, éprouvent souvent peu de temps, ils ont peu de temps pour s'échapper du bloc opératoire. Et ça, c'est un phénomène que l'on voit dans tous les pays. Hein. Les neurochirurgiens, d'habitude, pour leur faire sortir de leur sanctuaire, c'est assez difficile. Mais je pense qu'il faudrait qu'on communique beaucoup plus. Il faudrait qu'on sorte pour que les gens puissent connaître les capacités techniques que l'offre de services que les neurochirurgiens peuvent avoir. Voilà, c'est vrai que je l'ai un peu dit, hein, c'est l'empathie, l'humilité, la passion aussi, parce qu'il faut avoir une certaine passion. Si on n'est pas passionné, je pense que dans toute chose, quand on n'est pas passionné, on ne réussit pas. Et puis il y a ce goût aussi de l'érudition. Il faut vraiment se mettre toujours il faut toujours discuter avec les jeunes collègues, les écouter. Comme le disait quelqu'un, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, une éthique. La discussion ne pas être... Je pense que dans tous les universitaires devraient avoir cette qualité, d'écouter le plus jeune comme le plus ancien. Ne jamais dévaloriser l'attitude de quelqu'un. Essayez toujours de le réinterroger et d'argumenter. Voilà, je pense que c'est ça en fait qu'il faut avoir, ces qualités. C'est des qualités essentielles dans la pratique neurochirurgicale. Oui, d'abord il y a cette passion pour comprendre, hein, je pense qu'il y a une passion. Pour comprendre, pour le cerveau, c'est quelque chose de fascinant. Je pense que l'homme, nous ne connaissons rien du cerveau. Il y a beaucoup de choses. Bon, c'est vrai qu'il y a un mimétisme avec le numérique. Mais je pense que l'homme, ou bien avec la robotisation, mais je ne pense pas qu'on puisse un jour atteindre la perfection cérébrale. Parce que c'est des milliards, imagine-toi, au moins je ne sais pas de vous, c'est des milliards de neurones, c'est comme des puces qui fonctionnent. Je ne sais pas, est-ce que il y aura un moment où on pourra plus ou moins créer un humanoïde capable, une intelligence, d'accéder à cette intelligence, de l'intelligence humaine. Bon, il y a une intelligence, l'intelligence artificielle. Hein. Et puis, deuxième chose, il y a cette reconnaissance que les malades, que vous percevez après avoir opéré un malade, soit par le regard, ou bien par le verbe. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est une satisfaction que l'on trouve, je ne sais pas si dans les autres professions on peut le trouver, mais je pense que c'est quelque chose de presque cathartique, hein, le fait d'être remercié par quelqu'un, soit par le regard, par des prières, par le verbe. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous aide à aller de l'avant. En fait, moi, je fais partie de la génération des hospitalo-universitaires qui ont eu à affronter les affres de l'ajustement structurel. Je ne sais pas si vous connaissez, avec cette option de défonctionnaliser, c'est-à-dire qu'il y a eu moins d'État, plus de privé, hein, et de diminuer plus ou moins tous les investissements qui se faisaient sur les secteurs de base, la santé, l'éducation, et les orienter vers la macroéconomie. Je pense que ça a été vraiment une grosse erreur. Bon, ce qui faisait que vraiment, on a eu, pendant des années, on a eu à travailler dans la limite. Il y a un de nos collègues, là, le professeur Abdul Khan, qui est cardiologue, qui a eu à produire un livre, c'est La vie sur un fil. Je ne ferai pas en fait le résumé de ce livre,
Mais c'est un livre vraiment qui nous plonge dans cette atmosphère de manque. Toute chose, malheur est bon, c'est quand il y a eu en fait l'épidémie de la Covid que le leadership politique a perçu l'intérêt d'avoir un système de santé résilient. Je pense que ça a été vraiment, bon, je ne dirais pas une bonne chose. Je pense qu'il faut le dire, hein, qu'il y a eu, un investissement très important pour améliorer le plateau technique, hein, surtout en neurochirurgie. Et il faut avouer que nos jeunes collègues neurochirurgiens travaillent actuellement dans de meilleures conditions que nous. Voilà, ça il faut l'avouer. Hein, qu'il y a vraiment, bon, c'est vrai que tout n'est pas rose, il y a toujours des manques. Mais il faut dire que depuis 2020, il y a eu un saut qualitatif dans la pratique neurochirurgicale. Donc, ce qui fait que je pense que nous ne devons pas faire la fine bouche. Les résultats post-chirurgicaux que nous avons supportent la discussion avec les pays du Nord. Je pense qu'il faudrait que les populations sachent qu'au Sénégal, qu'il y a vraiment un leadership neurochirurgical et qui demande en fait à être soutenu beaucoup plus. Moi, je pense que la responsabilité, le sens de la responsabilité, c'est quelque chose de presque inné. Hein? Il y avait Saint-Exupéry qui disait qu'être homme, c'est être responsable. Et je pense que cette responsabilité aussi s'acquiert, hein, sur la longue durée. Et le fait même de manipuler une vie, parce que c'est une lourde responsabilité. Hein. Je pense que le neurochirurgien, c'est comme plus ou moins le pilote d'avion. Et même sur le plan de la formation, toutes les règles prudentielles du pilote nous sont enseignées. Avec le checklist, avec la planification opératoire, comme les pilotes qui planifient leur vol. Et en cas d'incident, ce qu'il faut faire. Voilà. En fait, il y a tout un ensemble de procédures, de techniques qui font qu'on maximise l'acte post-opératoire. Voilà. Et souvent, on est obligé aussi parfois de communiquer avec la famille, avec les parents, pour leur dire la vérité. Bon, c'est vrai que dans le contexte africain, parfois, on doit être un peu prudent, pas faire comme en Europe pour dire que oui, ce patient il est désespéré, bon, on ne peut rien faire, non. On fera toujours quelque chose, sans pour autant susciter des espoirs vains. C'est vrai qu'il y a une balance à faire. Hein. À partir du moment où on passe beaucoup de temps dans l'espace hospitalier universitaire, soit au bloc opératoire, souvent les neurochirurgiens, c'est vrai, ont des difficultés à se socialiser. On est un peu en dehors de la marge, au niveau de la marge, sans pour autant être des asociaux. Mais je pense que bon, la famille comprend plus ou moins. C'est vrai que parfois, il y a un fait culturel qui fait qu'il y a une certaine convivialité africaine qui fait que bon, on est obligé toujours de communiquer. Mais cette convivialité n'est pas en accord avec l'espace universel. Parfois, on est obligé de se replier en fait sur soi-même pour réfléchir. Voilà. Mais en fait, il faut concilier les deux. Je pense qu'on trouve toujours du temps pour s'occuper de la famille. Voilà. Bon, toujours dans le cadre de mes activités professionnelles, bon, maintenant je suis à la retraite. Je suis en train de développer un centre là, médical à forte orientation neurochirurgicale avec un collègue. Bon, en plus de ça, je suis en train de d'implémenter une organisation non gouvernementale, une ONG, pour diffuser en fait la pratique
nos riches chirurgicales au niveau des pays de la sous-région où il y a cette pratique, elle est différente. Par exemple, souvent, je suis appelé, ça fait presque 10 ans, chaque année, 2 ou 3 fois dans l'année, je suis appelé en Gambie, à Banjul. Je reste une semaine ou 2 semaines pour aider plus ou moins. Parce qu'actuellement, ils n'ont qu'un seul neurochirurgien qui a été formé au Sénégal. Bon, là, on a un projet pour aller au Libéria où il n'y a pas de pratique neurochirurgicale. Il n'y a pas de neurochirurgien. En Guinée-Bissau ou bien en Sierra Leone. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Bon, en plus de ça, je suis très poussé dans les sciences sociales. Je lis beaucoup. Je sors plus ou moins des sentiers battus. Bon, je m'intéresse beaucoup aux pratiques de nos élites, pratiques pathologiques. Hein. Moi, je les définis comme des pratiques pathologiques de nos élites dans l'histoire. Quand ils ont eu à rencontrer autant les arabo-musulmans, les judéo-chrétiens, comme les néolibéraux actuellement. Je pense que le fait d'appliquer les mêmes schèmes de pensée aux populations africaines, c'est ça en fait qui est à l'origine de ce flou. Hein? Parce qu'en fait, les sociétés africaines ne se reconnaissent pas. C'est pourquoi toujours il y a une crise entre les élites politiques qui fonctionnent suivant des catégories de pensée importées de l'Occident par rapport aux sociétés africaines. C'est ça qui explique en fait plus ou moins je ne dirais pas sous-développement, c'est le fait que nous soyons toujours dans la marginalité. Mais moi je pense que nos penseurs doivent s'imprégner de nos sociétés, de nos cultures, de nos productions symboliques pour essayer en fait de faire une synthèse. Mais le fait d'appliquer les schémas qu'on nous impose, c'est ça qui fait qu'il y a qu'on va vers l'impasse. Ce n'est pas parce qu'on fait des grandes infrastructures qu'on va se développer. Il faudrait qu'il y ait aussi une certaine façon de faire des Africains, une certaine façon de penser, et que l'on n'élimine pas d'un seul coup tout ce que nos ancêtres ont fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait à faire sur le plan de la gouvernance en Afrique. C'est ça, c'est la lecture. Chaque fois que j'allais lors des stages, ça c'est des anecdotes, des stages ou bien des séminaires en France, des congrès, chaque fois que j'avais des excédents de bagages, ce n'était pas des bouquins de médecine, c'était plutôt des bouquins de sociologie, des philo et autres. Et souvent j'avais des excédents. Voilà. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait, je pense que tous les médecins, je ne suis pas le seul, les médecins, ils sont très portés vers la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. Voilà. Parce qu'on est sur l'humain. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions, en fait, qui font que nous sommes obligés de réfléchir sur le plan, sur certaines problématiques qui assaillent nos populations. Comme je le répète encore, c'est vrai qu'il y a un flou. Il y a un flou lié au fait que il y a beaucoup de types de schèmes de pensée qui. Moi, je pense que il faudrait que ces jeunes aient des armes théoriques et pratiques. D'abord, en se basant sur les expériences accumulées par les anciens. Secondo, en lisant, parce qu'actuellement on ne lit plus. Les jeunes ne lisent plus, hein, c'est le face connaissance. Auparavant, nous on était obligés d'aller en Occident pour photocopier. Photocopier, aller dans les universités, c'est parce qu'on n'avait pas accédé à le. Mais actuellement, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, que la connaissance, elle est là, elle est accessible avec la numérisation. Il suffit simplement d'être devant son smartphone ou bien devant son écran
d'ordinateur pour accéder à la connaissance. La connaissance vient vers vous. Voilà. Pour les lycéens, ceux qui veulent faire la neurochirurgie, je pense qu'il faut d'abord avoir ce goût des études, s'orienter vers les sciences du vivant. Bon, pour les étudiants en médecine, cultiver la neuroanatomie, la neurophysiologie, voilà, et puis avoir ce sens une certaine résilience, cultiver une certaine résilience à l'effort. Voilà. Je pense qu'avec ça, bon, n'importe qui peut faire de la neurochirurgie. Bon, je pense que c'est un mot de la fin optimiste, quoi qu'on puisse dire. Cette jeunesse, même si elle est un peu déboussolée, c'est une jeunesse qui est bourrée d'ingéniosité. Je pense que même, on a l'impression que cette jeunesse est beaucoup plus en avance par rapport aux leaders politiques. Et c'est dommage que ces leaders politiques n'écoutent pas le langage, mais le discours de cette jeunesse. Moi, je pense que l'Afrique pourra s'en sortir. Mais l'Afrique pourra s'en sortir pas en regardant d'une façon, avec des œillères, l'Occident, à être fasciné en Occident. Moi, je pense que c'est en restant en Afrique. Je pense qu'il y a des cas d'espèce. Bon, vous voyez ce que Kagame est en train de faire au Libéria. Moi, je pense que c'est en développant une certaine pensée autochtone, comme les Chinois aussi, et en allant puiser certaines valeurs dans nos sociocultures, je pense que l'Afrique peut s'imposer comme un espace culturel, un espace politique pour affronter les autres mondes.